que les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité et doivent être protégés contre toute souffrance physique et mentale, et qu'il s'applique dès qu'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, jusqu'au moment de leur libération définitive et de leur rapatriement. Ce principe implique donc que chacun des agents qui est chargé de la protection ou de la garde des prisonniers de guerre a l'obligation de garantir que leur transfert à un autre agent ne diminuera pas la protection à laquelle les prisonniers ont droit. De plus, bien que l'obligation de protéger les prisonniers de guerre s'impose en premier lieu à la puissance détentrice, sous la garde de qui se sont trouvés les prisonniers, cela n'exclut pas les responsabilités individuelles. La Chambre d'appel juge donc que la Convention 3 de Genève fait obligation à tous les agents de la puissance détentrice qui se trouvent chargés de garder les prisonniers de guerre d'assurer leur protection, indépendamment de savoir s'ils en sont investis par une délégation de pouvoir. Elle considère qu'ils ont donc indépendamment de savoir s'ils sont investis par une délégation de pouvoir, par exemple par un ordre supérieur ou comme le fait qu'un agent de l'État se trouve avec une garde de facto des prisonniers de guerre, ainsi le cas où un prisonnier de guerre se serait rendu à cet agent. La Chambre d'appel considère donc que M. Shivanshanin avait le devoir de protéger les prisonniers de guerre détenus à Ovtchara et que sa responsabilité comprenait l'obligation de ne pas autoriser de transfert de prisonniers de guerre à qui que ce soit avant de s'être lui-même assuré qu'il ne leur serait pas fait de mal. L'ordre donné par M. Merksic de retirer les soldats de la JNA ne lui retirait pas sa qualité d'officier de la JNA. En tant que tel, M. Shivanshanin est resté un agent de la puissance détentrice et a ainsi continué d'être tenu par la Convention de Genève 3 de ne pas transférer les prisonniers de guerre à un autre agent qui n'assurerait pas non plus leur sécurité. En raison des motifs qui précèdent, la Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que le devoir de M. Shivanshanin de protéger les prisonniers de guerre en vertu des lois et coutumes de la guerre, avait pris fin dès que M. Merksic avait donné l'ordre de se retirer. À la lumière de ces conclusions, la Chambre d'appel en vient à examiner si le fait que M. Shivanshanin n'a pas agi dès qu'il a appris l'ordre de retirer d'Ovtchara des soldats de la JNA a contribué de façon substantielle au meurtre des prisonniers de guerre par des membres de la TO et des paramilitaires. La Chambre d'appel doit être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l'accusation a démontré que M. Shivanshanin a contribué de façon substantielle à la tuerie par son inaction et que lorsqu'on tient compte des erreurs commises par la Chambre de première instance, tout doute raisonnable concernant la culpabilité de M. Shivanshanin doit avoir été éliminé. À cet égard, la Chambre d'appel rappelle que le fait d'aider et d'encourager par omission exige implicitement que l'accusé ait eu la possibilité d'agir, mais qu'il ne l'a pas fait. La Chambre de première instance a conclu qu'au moment des faits, M. Shivanshanin exerçait le pouvoir et l'autorité que M. Merksic lui avait conféré pour qu'il dirige l'évacuation de l'hôpital. Et en cette qualité, il exerçait une autorité déjurée à l'égard des forces de police militaires de la JNA, du groupement opérationnel Sud, et non en vertu de son mandat en tant que chargé du service de sécurité. Par conséquent, un ordre donné par M. Merksic mettant fin à une obligation spécifiquement déléguée de veiller à la sécurité des prisonniers de guerre aurait aussi mis fin au pouvoir et à l'autorité que M. Shivanshanin avait sur la police militaire de la 80e brigade motorisée. Cela dit, la Chambre d'appel considère que, même si M. Shivanshanin n'avait plus d'autorité déjurée sur la police militaire déployée à Ovtchara, il aurait pu informer la police militaire déployée à Ovtchara que l'ordre donné par M. Merksic violait l'obligation absolue, en vertu des lois et coutumes de la guerre,
de protéger les prisonniers de guerre et que cet ordre constituait ainsi un ordre illégal. Donner à la police militaire de la 80e brigade motorisée un ordre contraire à celui que M. Merksich aurait exigé de M. Shivanshanin aurait exigé qu'il outrepasse les limites de son autorité déjurée. Autorité qui, en l'occurrence, avait été ôtée par l'ordre de retrait donné par M. Merksich. Néanmoins, l'illégalité de l'ordre de M. Merksich exigeait que M. Shivanshanin qu'il le fît. La Chambre d'appel considère que dans certaines circonstances, un officier peut avoir l'obligation et le devoir, dans les limites de ses possibilités d'action, d'outrepasser son autorité déjurée pour faire échec à un ordre illégal. La Chambre d'appel considère en outre que M. Shivanshanin aurait pu tenter de convaincre M. Merksich d'annuler l'ordre de retrait. Si ces tentatives pour convaincre M. Merksich avaient échoué, il aurait été possible à M. Shivanshanin, lorsqu'il a téléphoné à Belgrade pour parler au général Vassilievitch, de demander l'aide du général pour cette question. La Chambre d'appel considère que si M. Shivanshanin avait réussi à obtenir le retour de la police militaire à Ovtchara, le meurtre des prisonniers de guerre aurait été substantiellement moins probable. La Chambre d'appel conclut donc que le fait que M. Shivanshanin n'ait pas agi selon son devoir en vertu des lois et coutumes de la guerre a contribué de façon importante au meurtre des prisonniers de guerre. Pour les motifs qui précèdent, la Chambre d'appel conclut, le juge Pocard et le juge Vage étant d'une opinion dissidente, que toutes les conditions nécessaires pour reconnaître qu'une personne est coupable d'avoir aidé et encouragé par omission à commettre un meurtre sont réunies et est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l'accusation a démontré que lorsque l'on tient compte des erreurs commises par la Chambre de première instance, tout doute raisonnable concernant la culpabilité de M. Shivanshanin a été dissipé. J'en viens maintenant aux appels interjetés au sujet du prononcé de la peine. Dans son 11e moyen d'appel, M. Merksich fait valoir que la Chambre de première instance a mal apprécié les questions des circonstances aggravantes et atténuantes que les lois de l'ex-Yougoslavie concernant la répression des personnes reconnues coupables d'infractions de ce genre ne pouvaient jamais faire état de personnes qui auraient encouragé à commettre des crimes, mais ne pouvaient viser que les auteurs de ces crimes. Par conséquent, que la peine infligée était trop sévère et injuste. La Chambre d'appel rejette les griefs que M. Merksich formule quant à l'appréciation par la Chambre de première instance des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, et elle constate, en outre, que M. Merksich n'a pas identifié d'erreur manifeste concernant l'examen par la Chambre de première instance de la pratique générale en matière de peine infligée dans l'ex-Yougoslavie. Partant, le 11e moyen d'appel de M. Merksich est rejeté dans son intégralité. Dans son 4e moyen d'appel, l'accusation soutient que la Chambre de première instance a soumis une erreur en infligeant à M. Merksich une peine manifestement insuffisante, un poids insuffisant ayant été donné au rôle et à la responsabilité de M. Merksich, ainsi qu'à la gravité de ses crimes, à savoir d'avoir aidé et encouragé à faire subir des tortures et des traitements cruels à environ 200 prisonniers détenus à Ovtchara et à avoir encouragé et aidé à commettre le meurtre de 194 d'entre eux. Par conséquent, l'accusation demande que la peine infligée à M. Merksich soit revue et soit plus lourde. En ce qui concerne le rôle de la responsabilité de M. Merksich, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a dûment examiné sa situation et son rôle, à la fois pour ce qui est de la manière dont il a contribué à la commission des crimes en question, et pour ce qui est d'apprécier si son comportement en tant qu'officier pourrait être considéré comme une circonstance atténuante. Les arguments de l'accusation sont ainsi rejetés.